vais céder maintenant la parole à Mme la députée de Lapinière. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation et pour la mémoire aussi. Alors, pour ce qui est de votre recommandation 1, vous nous avez déjà expliqué la différence entre plan de traitement et d'intervention qui est ajouté à l'article 37. Vous nous avez aussi parlé de soulagement approprié des symptômes, j'imagine. Quand on parlait tout à l'heure des soins palliatifs, ça fait partie de cela. Mais il y a l'ajout des mots, rétablir la santé de l'être humain en interaction avec son environnement. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cet aspect-là du travail des diététistes nutritionnistes? C'était vraiment pour souligner la contribution ou refléter la contribution à l'extérieur du cadre clinique, là, notamment là, en santé publique où il y a énormément de diététistes nutritionnistes là, qui vont agir puis avoir un rôle conseil. On a la chance au Québec de présenter encore une des plus longues longévités en Amérique du Nord, une des plus hautes consommations de fruits et légumes en Amérique du Nord. Des avantages qui s'effritent quand même. Hein. On n'est pas immun aux tendances mondiales, mais entre autres parce qu'on a de la vision au niveau des saines habitudes alimentaires. Fait que ça en faisait partie. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Marie-Joëlle, peut-être. Moi, je pense que c'est assez complet. Puis peut-être le petit ajout que je préfère, c'est que ça vient également s'harmoniser, dans le fond, avec les libellés des autres champs d'exercice des professions. Il y avait eu une modification par le passé au niveau de la santé, au niveau des relations humaines. Et puis, dans le fond, la modification proposée là, vient vraiment s'harmoniser avec les modifications qui avaient été faites par le passé. D'accord. Merci. Pardon. Vous avez parlé de longévité. Puis c'est vrai, le Québec, on a une société où on a fait vraiment d'énormes progrès en matière de longévité. Ça m'amène à vous demander, est-ce que le vieillissement de la population au Québec a une incidence sur votre pratique ou la question inverse, qu'est-ce que les diététistes nutritionnistes peuvent faire pour aider en matière de vieillissement de la population, par exemple? Est-ce que votre travail a un effet sur les troubles cognitifs, par exemple? Est-ce qu'il y a une prévention à faire par l'alimentation pour avoir moins de ces troubles-là ou même physiquement et tout ça? Est-ce que vous pouvez parler de ça un peu? Énormément. En fait, on a été extrêmement impliqués là, dans les travaux de la ministre Sonia Bélanger qui ont mené, là, entre autres, à la politique de soins et soutien à domicile, mais aussi dans tout le plan là, La fierté de vieillir. On a eu la chance d'être invités là, sur certains panels là, lors de la journée de lancement ou des journées de consultation de la ministre Bélanger. En fait, le risque, puis c'est un risque à considérer qui est très important pour le Québec. De plus en plus, on souhaite que nos gens, on souhaite vieillir à la maison. On veut rester chez nous, on veut rester dans nos affaires, sous notre toit, puis c'est louable. Sauf que ça fait en sorte, parfois, on a de plus en plus de personnes qui vieillissent en situation isolée. On parle beaucoup des proches aidants, on parle beaucoup de la famille qui aide. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir, évidemment, des gens pour aider. Les gens, il y a de moins en moins de vie de couple, il y a de plus en plus de vies séparées, il y a de moins en moins d'enfants pour prendre soin des personnes vieillissantes. Puis tout ça, il faut le considérer dans notre prévision là, de la suite. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que en CHSLD, entre autres, là, c'est qu'en CHSLD ou en établissement de soins, on a plusieurs professionnels qui peuvent observer l'état nutritionnel, qui peuvent prévenir une dénutrition ou une déshydratation. Les effets de la dénutrition et de la déshydratation sont très peu connus du public, de monsieur, madame, tout le monde. Et s'ils ne sont pas pris à temps, mais ils vont exacerber l'ensemble de l'état clinique de la personne. Donc, vous parliez de la démence. La fameuse spirale de la dénutrition, là, elle va commencer par, entre autres, des infections urinaires, des infections pulmonaires, mais personne ne pense à la nutrition quand on gère une infection urinaire ou une infection pulmonaire. On ne gère pas des crèmes pour pieds non plus, mais c'est du savoir qu'on doit s'approprier comme population si on veut souhaiter travailler davantage à la maison, rester davantage à la maison. On a déployé cette année, l'Ordre professionnel, des fiches d'information à l'intention du public. Puis ça a été notre sujet numéro 1. C'est quoi les signes de dénutrition? Quels sont les signes de déshydratation? Puis la raison pour laquelle on a déployé ça, c'est qu'on avait identifié le besoin, là, entre autres, de la population en lien avec la population vieillissante. C'est de l'information qui va avoir besoin de circuler autant auprès des professionnels que des familles. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Vous avez parlé, vous avez dit que vous avez une très bonne collaboration avec d'autres ordres et d'autres professionnels.
la question que j'ai, est-ce que vous anticipez qu'il peut y avoir une réticence sur le terrain pour que vous puissiez vous déployer vos ailes, si je peux dire ainsi, où la collaboration est tellement bonne que vous ne voyez pas d'enjeu, que ce soit réglementaire ou bien dans les attitudes en clinique? On est très confiant à la lumière des informations qu'on a, là. Les milieux où les activités réservées sont bien déployées, ça fonctionne très bien. On a eu de la chance parce que, bien que la condition d'ordonnance soit reprise dans le règlement, c'est pas la condition d'ordonnance individuelle qui est reprise au règlement, ce qui a permis là, aux établissements de trouver une voie de contournement en attendant qu'on retire la condition d'ordonnance entièrement. Et donc, certains établissements là, qui ont adopté, entre autres, des prescriptions communes, là, pour permettre aux diététistes nutritionnistes de contribuer pleinement au travail puis de ne pas créer ces rendez-vous-là additionnels qui sont vraiment superflus. Puis c'est frustrant pour tout le monde. C'est frustrant pour la diététiste, c'est frustrant pour le patient, c'est frustrant pour l'organisation, les gestionnaires de l'établissement, c'est frustrant pour le médecin aussi. Dans les cas où, par exemple, on va cogner à la porte du médecin pour avoir la signature ou de l'infirmière praticienne spécialisée ou de la sage-femme pour avoir la signature pour une ordonnance, mais il y a toute la notion de, est-ce que c'est mon patient? Est-ce que je le suis habituellement? Peut-être que je la connais moins bien, cette personne-là. Puis là, on me décharge la responsabilité, maintenant, nouvelle, d'en assurer le suivi d'une prescription, etc., etc. Nous, ce qu'on pense, c'est que non seulement la diététiste ou le diététiste est compétent, est pleinement compétent pour le faire, mais il devrait être pleinement responsable de cet acte-là. Si on choisit ou on recommande cet acte-là, c'est qu'on a aussi la compétence et on devrait assumer la responsabilité pour en effectuer le suivi, là. Ça, j'ai pas de doute, ça va bien se passer. Parfait. Vous avez dans votre recommandation, la recommandation 3 sur la modification de la section 4 du Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres. Vous avez parlé d'un comité qui est actuellement peu actif. Est-ce que c'est un comité au sein de l'ordre même ou à l'Office des professions? Non, ce sont des comités qu'on doit former là, au sein de nos ordres. Donc, les comités, je parlais entre autres là, du comité qui surveille là, ou qui traite là, les demandes d'enquête qui visent les membres des conseils d'administration et ou les membres des conseils de discipline. On doit former ces comités-là. Puis heureusement ou malheureusement, chez nous, ce comité-là n'est pas très sollicité, mais c'est pas très mobilisant, ça, pour les gens qui y siègent. Évidemment, c'est pas un comité superflu, là. On doit prévoir un mécanisme pour traiter les allégations là, de manquement envers soit un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de discipline. Mais le fait d'en avoir dans chacun des ordres puis de décupler la structure, là, nous, on n'y voit pas de plus-value, là. Ce serait préférable de centraliser ces pouvoirs-là à l'Office des professions, ne serait-ce que pour renforcer la confiance aussi, là, puis retirer ou diminuer l'apparence ou le conflit d'intérêts réel entre les membres de l'ordre puis les gens qui doivent être enquêtés. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça fait le tour de mes questions. Moi, je vais vous donner 10 sur 10 aussi. Il faut quand même partager les honneurs, n'est-ce pas? Merci. Alors, on va terminer cet échange avec